3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Bazissière est avec nous ce soir, le président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Vincent Genzi nous accompagne également, directeur de la stratégie de marché chez Cholet Dupont Oudard. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là et merci à Eric Turgeman de nous accompagner également. Bonsoir Eric. Bonsoir Grégoire. Vous êtes co-directeur de la gestion collective d'Ophi Invest Asset Management. Eric, je commence avec vous. Il fallait donc casser un risque de contagion, je parle de l'Europe à ce stade, en sauvant une banque systémique, Crédit Suisse en l'occurrence, qui après des années d'errance en matière de gouvernance souffrait d'une perte de confiance importante de la part de ses clients, avec une fuite des dépôts de ses clients qui s'est accélérée encore en fin d'année dernière et ces dernières semaines, au point que le marché commençait à douter de la capacité de Crédit Suisse à financer sa liquidité quotidienne, ses besoins de financement à court terme. Pour ça, on a donc créé un ensemble X fois plus systémique, en combinant UBS et Crédit Suisse. C'est peut-être jusqu'à 2 trillions de dollars de bilan, un peu moins je crois, mais qui représente quand même plus de 3 fois le PIB de la Suisse. Et on a abîmé la confiance sur un marché clé qui était un marché devenu une source de financement important pour les banques, le marché des obligations hybrides bancaires convertibles, alors qui s'est un peu redressé au cours de cette journée, mais qui visiblement souffre d'un doute qui s'est installé après que les autorités suisses ont décidé de rincer totalement ces créanciers porteurs d'obligations spécifiques à risque pour une valeur de 16 milliards. Est-ce qu'on a résolu ce week-end en Suisse plus de problèmes qu'on en a créé de nouveaux? Alors, le stress sur les hybrides, enfin les obligations Coco, hybrides. AT1, AT1, voilà, c'est ce type d'obligations spécifiques. Plusieurs choses. D'abord, ça rappelle que les obligations sont risquées. Voilà. Contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas que les actions. Si elles n'étaient pas risquées, elles rapporteraient tous le taux allemand. Donc, ça veut dire s'il y a une hiérarchie de rentabilité, c'est qu'il y a du risque. Bon. Évidemment, quand on est porteur d'un T1, on se dit ça n'arrivera jamais. Bon, alors, effectivement, c'est arrivé en Suisse, mais qu'en Suisse. Enfin, là, ce matin à 8h, on n'était pas certain, on ne le savait pas. Maintenant, effectivement, derrière, la BCE a communiqué. C'est le cas de la Suisse, c'est pas le cas de l'Europe. Pour autant, ça rappelle effectivement que on est... tout le monde est à risque, quoi. Enfin, donc, pas que l'equity. Alors, ce qui est un peu immoral, c'est que, on va dire, l'equity s'en sort mieux que les AT1. Voilà. Alors, ça vaut plus grand-chose, mais ça vaut quelque chose. Alors que celui qui était porteur d'AT1 ce matin, il est rincé. Bon, ça, c'est assez étrange. C'est là où il y a une brèche quand même. Non, mais c'est un point important quand même dans la hiérarchie des créanciers et des investisseurs en cas de perte à absorber. Mais après, dans l'échelle du risque, l'equity, le porteur d'actions ordinaires, est rincé avant tout autre créancier, aussi junior soit-il, en l'occurrence, quand on parle de porteur d'obligations hybrides bancaires. Ça aurait dû être le cas. Alors après, comme c'était UBS qui devait racheter, c'était compliqué de faire ce montage-là, parce que c'est quand même UBS qui fait, entre guillemets, une OPA pour ce qu'il en reste. Après, sur votre première remarque ou question, oui, on crée un acteur plus gros. Finalement, c'est paradoxal parce qu'on considérait il y a encore quelques temps que le secteur bancaire était trop atomisé, donc on espérait des fusions, y compris des fusions transfrontalières, ce qui n'est pas le cas cette fois-ci. Et finalement, c'est arrivé, mais c'est arrivé à chaque fois qu'un canard boiteux a été racheté par quelqu'un d'autre, quoi, finalement. Bon, donc, c'est pas plus mal de créer ces gros ensembles. De notre côté, ça veut dire que ça devient de plus en plus systémique et que too big to fail encore plus avec, au carré, quoi. Avec ces gros acteurs. Mais too big to fail, mais enfin, ça rince quand même pas mal de monde au passage, notamment les actionnaires. Donc voilà, après, on pouvait pas les... Ça ne pouvait pas se passer autrement, de toute manière. Parce que imaginons effectivement qu'il n'y ait pas eu ça ce week-end, comment ouvrir les places financières? Parce qu'après, le problème, c'est que c'est autoréalisateur. Enfin, un bank run, c'est commencer à avoir une crainte, et puis c'est what's next. Enfin, derrière, on aurait commencé à attaquer une autre banque, puis la rumeur suffit pour provoquer...
Des retraits massifs. Ouais. Et le problème des banques, c'est qu'elles ont besoin de confiance, plus que n'importe qui. Évidemment, une automobile aussi, si on commence à dire que tous les véhicules partent dans le décor, on va perdre la confiance. Mais il faut le prouver. Tandis que la banque, c'est autoréalisateur. Si on commence à vous dire ils vont plus rembourser les clients, c'est la queue au guichet. Donc de toute manière, ils ne pouvaient pas en être autrement. Voilà. Et après, l'action de toutes les banques centrales a été très coordonnée. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Si on se dit, si elles ont fait ça, c'est que c'est très grave. Voilà. Mais d'un autre côté, moi je préfère qu'elles aient fait ça parce que ça aurait pu être très grave plutôt qu'elles ne l'aient pas fait. Il faut quand même. 2008, c'est pas si vieux quand même. Non, et puis je pense que c'est bien gravé dans la mémoire des banquiers centraux qui sont aux commandes aujourd'hui et qui ont pour beaucoup également connu, à travers peut-être d'autres fonctions, je pense à Christine Lagarde, mais qui ont vécu de très près donc ils la ont grande été crise financière. très réactifs. C'est vrai qu'on peut se dire, oh là là, on a été sauvé du chaos. Chaos, oui, d'accord, mais enfin ça a été... Donc au final, vous êtes, alors encore une fois, à chaque jour suffit sa peine et le monde peut changer très vite en ce moment sur les marchés, mais vous êtes plus rassuré en ce lundi soir 20 mars que vous ne l'étiez peut-être vendredi 17 mars en fin de journée. Oui, je suis moins rassuré qu'il y a 6 mois, on va dire. Il y a 6 mois, on n'en parlait plus, bien que le Crédit Suisse était quand même le méchant, Toujours. Le vilain petit canard depuis très très longtemps, et ça n'a pas été réglé. C'est-à-dire que même depuis 2008, ils sont bourbés dans des affaires et ce n'était pas réglé. Mais enfin... On n'en parlait pas il y a 6 mois, il faut être honnête, ce n'était pas le sujet. Donc voilà, moins rassuré qu'il y a 6 mois, mais beaucoup plus que la semaine dernière, oui. Vincent, vos commentaires sur les conséquences de ce week-end studieux en Suisse, et est-ce qu'on a envie d'imaginer que la situation de crise bancaire, on peut évoquer bien sûr la crise des banques régionales aux États-Unis, est-ce que l'action rapide, coordonnée, forte des banques centrales, notamment sur la liquidité, est-ce que ça permet d'envisager que cette crise bancaire est gérable ou en passe d'être gérée ? J'aurais tendance à répondre oui. Il reste à savoir en combien de temps le calme revient. La différence avec 2008, c'est qu'on avait quand même des subprimes dont la valeur était quand même très, très, très faible. Donc, il y avait quand même un problème dans les bilans bancaires. Là, on est en face de difficultés de liquidité, de confiance. Même l'histoire de SVB, elle ne faisait pas des pertes. Elle en a constaté quand il y a eu des retraits, mais en termes de rentabilité, elle avait une activité qui se dégradait à cause de la remontée des taux, bien entendu, mais enfin, il y avait une mauvaise gestion de l'actif passif, mais enfin, c'était pas non plus des grosses bêtises ou des manœuvres frauduleuses. Ils n'avaient pas un actif pourri au bilan dont on s'est aperçu que la valeur valait zéro, les subprimes. Là, on parle quand même d'obligations du Trésor américain. Je sais que la valeur des obligations du Trésor américain a un peu baissé, mais ça vaut pas zéro quand même. Voilà, il fallait laisser du temps. Mais sur les marchés et dans le système bancaire, il est difficile de s'accorder beaucoup de temps quand on commence à avoir des épargnants ou des déposants institutionnels qui retirent des fonds. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, les autorités monétaires et politiques ont quand même retenu la leçon de 2008 et ont voulu éviter le moment Lehman. C'est-à-dire, on laisse un très gros acteur faire faillite. On savait que ça ne devrait pas se reproduire, mais avec le Crédit Suisse, on était repassé sur l'Europe et ça devenait un peu inquiétant. Troisième point, c'est quand même un problème suisse. C'est quand même la Banque nationale suisse qui apporte les 100 milliards de liquidités, qui garantit jusqu'à 15 milliards de pertes. Donc ça ne pouvait être qu'un acteur suisse qui rachète. Et là, il a fallu négocier. Donc vous avez vu qu'il y avait une première offre à 2 milliards et puis UBS a accepté de monter à 1 milliard au début. Un milliard au début. Un franc suisse symbolique, quoi. Pourquoi pas. Alors les termes, ça fixe quand même, c'est un échange d'actions. Moi j'ai compris que c'était une action UBS pour 22,48 actions Crédit Suisse. Donc la valeur du deal, elle dépend aussi, les actions n'ont pas été suspendues. Voilà, mais effectivement, la parité de change fixée au départ correspondait à une valeur d'1 milliard. Donc je pense que l'histoire des AT1 qui ont fait un write-off, il y avait deux choses. Premièrement, satisfaire UBS dans les négociations. Et deuxièmement, renforcer grosso modo le bilan d'UBS. Puisque UBS récupère tous les actifs de Crédit Suisse et on lui efface 16 milliards de dettes. Bon. Donc tout ceci, c'était pour non seulement redresser la confiance, mais plus que ça, que la défiance ne tombe pas sur UBS.
Et je pense que l'évolution des cours aujourd'hui nous montre que c'est plutôt réussi. Ouais. Bon. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'autres mauvaises surprises. C'est le dernier point, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Mais c'est vrai que ce matin, moi j'ai eu un petit peu peur, exactement pour ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire, ou vous, pardon, que quand on fait un tel plan de sauvetage, oh là là, c'est que c'est grave, et donc on nous cache quelque chose. Donc la réaction baissière des marchés ne m'a pas vraiment surpris. J'ai bien vu qu'hier les futurs étaient mieux orientés, mais compte tenu de tout le news flow, je me suis dit, si ça se trouve demain, ça ne va pas être si rigolo que ça. Heureusement, la BCE est intervenue et a bien spécifié qu'il y avait une pratique suisse. C'est une chose. Maintenant, la politique monétaire et le système bancaire européen et de la zone euro, c'est différent. Ce n'est pas la Suisse qui fixe les règles de régulation bancaire en Europe. Voilà ce qu'a déclaré cet après-midi Christine Lagarde devant les députés européens. La BCE, les autorités de supervision et de régulation bancaire, via un communiqué commun ce matin, ont indiqué et confirmé la seniorité des obligations hybrides convertibles, AT1, par rapport aux détenteurs d'actions ordinaires dans le modèle de résolution bancaire tel qu'il a été conçu en Europe post-Lehman. Voilà, donc je pense qu'on va passer à un autre sujet qui est que si la crise bancaire, telle qu'on l'a connue jusqu'à présent, se calme un petit peu, il reste que tout le monde a bien constaté que c'était finalement les conséquences des politiques monétaires et de la hausse des taux qui commençaient à se ressentir dans le dur chez les acteurs les plus critiques, mais aussi dans l'économie, ce à quoi on s'attendait aux États-Unis, mais qu'en Europe on avait un petit peu oublié puisque les marchés européens caracolaient un peu. Donc là, je crois qu'on va passer maintenant dans une deuxième phase qui va être, bon, quelles sont les conséquences économiques? Est-ce que la récession qui était repoussée va arriver plus rapidement? Est-ce qu'elle sera plus dure ou non? Est-ce que les banques centrales vont effectivement commencer à changer leur discours? On verra. La BCE ne l'a pas fait. On verra si la Fed commence à entrouvrir un peu la porte. Moi, je pense qu'elle devrait monter ses taux, mais la stabilité financière est quand même quelque chose de très important aussi pour la Fed. Donc, elle va probablement rajouter une petite phrase dans ses communiqués disant que, bien entendu, on va continuer à monitorer la situation financière pour que tout continue à fonctionner correctement. On parlera bien sûr du dilemme des banques centrales qui s'est sans doute encore un peu plus complexifié avec l'idée qu'il y a quand même chez les banquiers centraux, et c'est la base du job, un principe de séparation entre la politique monétaire qui gère la stabilité des prix, en l'occurrence la lutte contre l'inflation aujourd'hui, et la politique de stabilité financière qui peut adresser indépendamment des questions de risque de liquidité bancaire en l'occurrence. Vos commentaires sur cette situation bancaire, Gilles, après ce week-end suisse? Oui, en attendant le prochain week-end, je ne sais pas. Oui, dans ces cas-là, j'aime bien prendre quelques pas de recul et puis considérer l'événement à la lumière du backdrop global et de l'histoire un peu plus large. L'histoire un peu plus large, c'est en effet des politiques monétaires qui, de très accommodantes pendant la période de Covid, deviennent moins accommodante et peut-être même récessionniste en termes d'effets, avec bien sûr la hausse des taux courts, mais également quand même des taux longs qui se sont tendus de façon très substantielle également. Donc l'ensemble de la courbe des taux est montée et en plus elle s'est inversée, ce qui est quand même pas extraordinaire et assez classique dans le cycle en fait après des cycles d'endettement et de crédit facile et d'argent gratuit, arrivent des cycles, d'autres phases de cycle, et on est en train de vivre cette autre phase de cycle. Alors après, ponctuellement, en termes d'événementiel, ça touche en effet en premier des établissements soit fragiles structurellement, soit fragilisés, soit peut-être dans certains cas aussi pas géré de façon optimale ou géré de façon peut-être trop risquée par le management en place qui doit des comptes acquis aux actionnaires. Voilà. Et ce que j'observe dans cette phase de désendettement et de difficulté quand on enlève le bol de sangria, pour reprendre une vieille expression de politique monétaire ultra accommodante comme on a connu, quand l'argent redevient non gratuit et quand il y a une réalité des choses qui s'imposent, et ce qui est sain en termes d'allocation d'actifs, ce qui est sain à moyen terme pour l'activité économique, eh bien, dans ces cas-là, ce que j'observe maintenant, c'est que les pompiers, ceux qui sont en charge de vérifier que
il ne reste principalement que des adultes dans la salle et qu'on évite de paniquer, et bien là, quand même, par rapport à avant, ils prennent soin de dire que c'est pas l'argent public qui vient à la rescousse de l'argent privé. Alors c'est pas tout à fait juste, mais en même temps, on voit quand même que les actionnaires qui n'ont pas été, je dirais, suffisamment prévoyants pour vendre ces titres-là quand il était encore temps, quand on pouvait avoir certains signaux, ils vivent leur vie d'actionnaire. La vie d'un actionnaire, c'est de profiter, de bénéficier de la santé d'une entreprise dans laquelle on est investi quand ça va bien et de souffrir quand ça va moins bien. Là, je dirais, il y a moins de moral hazard. Il y a une logique de bail-in quand même qui se diffuse aujourd'hui dans la manière de résoudre des situations bancaires peut-être insolvables. C'est-à-dire que les petits épargnants, en particulier les petits épargnants, ils sont garantis, et on cherche à ce qu'ils ne paniquent pas. Et c'est légitime, parce qu'on ne peut pas demander à un petit épargnant de comprendre ce que c'est qu'un quasi-fonds propre d'une banque, un quasi-tier one. Il ne peut pas faire une due diligence chaque fois qu'il veut ouvrir un compte bancaire quelque part. Voilà. Oui. Par contre, un actionnaire qui a investi ou un créditeur qui a investi, là, il prend ses risques, il fait ses calculs, il suit ses positions, il gère. Et ça, quelque part, je trouve que c'est pas malsain. Et quand on voit ce qui s'est passé sur les dossiers qui sont venus sur le devant de la scène, je ne vois pas comment on aurait pu faire beaucoup mieux. D'accord. Vous n'êtes pas étonné qu'il y ait des situations très spécifiques, très idiosyncratiques, comme on dit, qui remontent à la surface dans ce moment un peu difficile, qui est un moment de vérité pour pas mal de modèles bancaires. Est-ce que l'intervention des banques centrales telle qu'on la connaît aujourd'hui, en ce lundi 20 mars, est suffisant pour se rassurer sur l'idée que ça n'ira pas beaucoup plus loin et que le reste du système bancaire, après 10-15 ans de régulation post-grande crise financière, post-crise souveraine en Europe, est en ordre de marche pour affronter ce genre de choc aujourd'hui? Voilà, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on va le renflouer quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que les managements sont sous une pression supérieure à ce qui prévalait avant pour avoir des comportements moins risqués et plus adaptés à la situation actuelle. Et force est de constater que la situation actuelle est quand même marquée par une volonté des banquiers centraux de contrecarrer l'inflation et donc de ralentir l'économie. Et ça, les banques sont quand même aux premières loges en termes d'effets sur leur compte de résultats, du ralentissement de l'activité économique. Et globalement, on y revient toujours de la hausse des taux, qui fait que quand on fait une valorisation de marché d'un actif qui avait été acquis ou généré par une banque quand les taux étaient à zéro, quand les taux sont à 3, 4 ou 5%, ou 6 ou 7, s'il s'agit d'actifs risqués, la valeur de ces actifs baisse. Eric, j'ai l'impression que c'est quand même le grand moment fort de vérité de toute la régulation accumulée depuis la grande crise financière, encore une fois, et la régulation spécifique en Europe qui s'applique depuis la crise des dettes souveraines. Est-ce qu'on peut imaginer que, certes, des épisodes de stress ici et là sur certains établissements particuliers, mal gérés, qui n'ont pas vu venir peut-être le risque de taux ou qui ne l'ont pas couvert suffisamment, ça peut arriver? Est-ce que l'ensemble du système en Europe est en ordre de... J'ai l'impression qu'on se prépare à ce genre de stress en permanence depuis des années maintenant en Europe. Moi, j'ai certains de vos confrères qui travaillent dans des banques qui m'ont expliqué comment ils passaient des semaines chaque année à modéliser des stress tests, mais qui allaient jusqu'à des chocs de taux de 1000 points de base. On n'en est pas à des chocs de taux de 1000 points de base aujourd'hui. On a quand même énormément progressé depuis 2008. 2008 et même alors avant. Est-ce que c'est suffisant pour se rassurer? Nous, on s'en souvient bien. Oui, 2007, c'est le début. Northern Rock, le bank run Northern Rock, c'est 2007, voilà. Automne 2007. Donc, alors après, plusieurs choses là, qui me viennent un peu en pagaille. La première chose, je le disais, on ne sauve pas la banque coûte que coûte, effectivement. En revanche, on adresse le risque coûte que coûte. Ça, c'est quand même quelque chose. Donc, finalement, la morale fait qu'effectivement,
l'actionnaire s'est fait rincer, et puis voilà, c'est comme ça. Il avait qu'à, entre guillemets, mieux choisir. Bon, ça fait toujours mal quand on est actionnaire de la boîte qui s'effondre. Mais en tout cas, mais ce qui est important, c'est que voilà, on adresse le risque, coûte que coûte, parce qu'on n'a pas envie ni de 29, ni de 2008. On fera what is needed, a dit Joe Biden. C'est plus le whatever it takes, mais c'est le what is needed. Donc ça, c'est important. Après, la différence entre une boîte classique, une société classique et une banque, c'est que la banque, c'est systémique pour l'économie tout court, parce qu'une autre société, on la laisse mourir. S'il y avait des AT1 de sociétés de cosmétiques, tant pis. Enfin, voilà. Là, le problème, c'est que c'est autoréalisant, que ça peut ruiner tout le monde. Donc finalement, quand on sauve les banques, on sauve aussi les épargnants quelque part. C'est souvent mal compris, parce qu'on dit on sauve les banquiers, on sauve les banques, les riches, etc. Mais si vous laissez le système bancaire exploser, c'est tous les... Voilà. Donc ça, tout le monde l'avait compris, mais c'est en tout cas réaffirmé. Après, question de régulation, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle pour l'Europe. Parce que, alors je ne parle pas de Crédit Suisse, mais je parle des banques régionales américaines, oui, parce qu'elles n'ont pas été régulées de la même manière. Non. Donc il y avait distorsion de concurrence. Ouais. Nos banquiers en Europe se sont élevés contre ça, il y a plusieurs années, en disant on ne joue pas avec les mêmes règles, or on joue sur le même terrain global. Donc là, ça va sans doute forcer un peu les États-Unis à réguler un peu plus. Et donc, du coup, à leur donner un peu plus de boulet par rapport à nos banques qui, elles, étaient quand même mieux régulées. Et elles sont beaucoup plus capitalisées qu'en 2008. Enfin, faut quand même être sérieux. Ça a été d'ailleurs, les banquiers d'ailleurs pleuraient contre ça, parce qu'on leur demandait de constituer des fonds propres de plus en plus importants et des corps tiroirs. Et plus vous étiez systémique, plus il fallait en empiler. Ça montait. Bon, mais maintenant, on est bien content finalement. Mais bien sûr. Qu'elle bien l'ait fait. sûr. Et du coup... oui, le risque est moins grand. Maintenant, on n'empêchera jamais le risque de panique générale, surtout avec les réseaux sociaux. Allez-y, tous en même temps. Enfin, d'ailleurs, il y en avait qui s'étaient un peu amusés à ça. Bon, mais là, justement, le fait de dire on garantit les dépôts, parce que finalement, ça revient un peu à ça, évite ce risque. Parce qu'à la fin... UBS a peut-être fait une bonne affaire. Hein. Si on ne découvre pas des cadavres dans le placard, le problème, c'était le temps. Parce qu'à un moment donné, quand vous avez le temps pour vendre, si vous avez un bien immobilier, que vous savez que vous avez le temps de le vendre pour faire une opération en face, il n'y a pas de problème. Mais si on vous demande de le vendre demain matin, ça vaut rien. Ouais. Ça vaut, et en plus, les autres sont des rapaces. Ça vaut le prix qu'un éventuel acheteur sera prêt à payer pour vous le racheter. Anglais, on ne veut plus racheter. Crédit Suisse. À un moment donné, il ne faut pas se trouver dans la situation de devoir rembourser ou faire face à des demandes. Bon, voilà. Sur le plan de l'investissement, qu'est-ce que ça veut dire, ce que vous nous dites, Eric ? Il y a encore un chemin, un cas d'investissement pour les banques européennes aujourd'hui, ou est-ce que c'est le genre de choses qu'on a vite nettoyé dans les stratégies, les portefeuilles ? Sachant que le trade sur les banques européennes était devenu assez consensuel, quand même, au fur et à mesure de la normalisation monétaire, de la résilience de l'activité économique, etc. De plus en plus d'investisseurs étaient attirés par ce secteur-là. Si vous pensez que deux cas de figure, si vous pensez que la banque va disparaître un jour, si vous dites de toute façon Crédit Suisse, demain ça sera la BNP, après-demain ça sera Santander, etc. Oui. Bon là, il ne faut pas en avoir. Épargnez-vous le secteur, oui. Bon, là, il ne faut pas en avoir, mais il ne faut même pas se poser la question. Ouais. C'est comme les exclusions des armes, etc. Ouais. Bon, vous n'en avez pas, et puis vous n'en avez plus jamais. Mais c'est l'automobile aussi, à un moment donné. Quand on disait ça, le thermique est mort, il n'y aura plus que Tesla, bon, voilà. Et pourquoi pas ? Maintenant, si vous pensez que certaines ne vont pas faire Crédit Suisse, bon, il y a des banques, alors surtout cet après-midi, on était monté presque à 10% de rendement sur les banques françaises. Sur les banques françaises. Oui. Si vous considérez qu'elles ne vont pas disparaître, certes, elles auront des à-coups, mais que grosso modo, elles vont payer les dividendes, en 10 ans, vous êtes remboursé. Enfin, oui, donc, non, voilà. Alors, on va dire, mais le rendement, ça ne veut rien dire. Ils peuvent sauter les coupons, peut-être, mais n'empêche que... Mais ça reste pour vous dans l'univers d'investissement d'un investisseur européen. Oui, mais il faut les choisir. Oui, non, mais il faut les choisir. Oui, parce que, moi, je veux bien qu'on sorte de tout, mais, s'il y a des sociétés qui peuvent rapidement reprendre 30%, c'est bien dans le secteur bancaire. Donc attention. Alors pas toutes, mais sortir complètement, non. Je pense pas. Et elles sont régulées beaucoup plus que par le passé. Voilà. Donc non, je ne sortirai pas massivement. Ouais, j'entends. Bon, mais le secteur s'est repris, encore une fois, aujourd'hui en Europe. Qu'est-ce que cette situation implique pour les banques centrales ? Alors,
On a eu la décision la semaine dernière de la Banque Centrale Européenne qui souffrait d'un calendrier un peu malheureux, on va dire, dans cette crise. Elle devait s'exprimer alors que la situation n'était pas stabilisée, Crédit Suisse n'était pas résolu. Et la Banque Centrale américaine, elle, va s'exprimer cette semaine du point de vue de la Fed. Comment est-ce qu'on peut traiter la situation sans donner l'impression de paniquer totalement et sans être complètement indifférent non plus à ce qui se passe du côté du secteur bancaire? Vincent. Bon, depuis 30 ans, on a quand même vu l'exercice de la Fed. Hein, elle sait faire. Donc, rassurer en prenant des décisions, elle saura faire aussi. L'incertitude aujourd'hui, c'est l'évolution de l'inflation. Si on était intimement convaincu que l'inflation va continuer à baisser, on est tous convaincus, bon, mais qu'elle va baisser peut-être pas aussi rapidement que ça, c'est là qu'on a un souci. Je crois quand même que les événements que l'on vient de traverser devraient probablement changer un petit peu le panorama. L'activité devrait quand même ralentir un petit peu. Vous savez que l'activité industrielle aux États-Unis, on est déjà en récession, hein, en contraction. Il n'y a que les services qui tirent, grâce notamment aux consommateurs qui ont beaucoup puisé sur leur épargne. La semaine dernière, les indices de confiance des consommateurs se sont un petit peu dégradés, donc je ne serais pas étonné que on ait quand même le moteur de la consommation qui tourne un petit peu moins vite. Derrière, le pricing power d'un certain nombre d'entreprises va être quand même plus compliqué. Donc j'aurais plutôt tendance à penser que tout ce qui se passe, ça fait partie du même scénario. On veut ralentir l'économie, donc il y aura des petits chocs. Mais derrière, c'est la seule manière de faire baisser l'inflation. Tout arrive d'un coup, mais finalement, c'est le processus que la Fed cherchait à obtenir dans une certaine mesure. Tout à fait. En évitant de partir trop dans le décor non plus. Est-ce qu'elle va tout de suite accepter de prendre ce changement de contexte en disant, bon, bien sûr, on va faire très attention à la stabilité financière, les banques américaines sont très bien capitalisées, les plus petites, on fera le nécessaire, etc. Il ne faut pas non plus qu'elle rassure de trop et que tout redémarre et que les taux longs reprennent 50 points de base. Donc je pense qu'elle va être modérée, consensuelle, explicative, comme elle sait l'être. Et après, je pense qu'il faut laisser encore un petit peu de temps. Pour voir si l'inflation... Avant de baisser les taux. Oui. Alors, elle peut très bien dire, voilà, le contexte évoluant, il est possible qu'on soit amené à baisser les taux plus rapidement, mais pour l'instant, on n'a pas encore tous les éléments. On reste data dependent. Mais bien sûr, on est là, on sera vigilant. Je pense que ça peut contribuer à ramener aussi la confiance sur le fait que la Fed ne veut pas forcément avoir une récession majeure, mais qu'elle veut simplement piloter l'inflation. Après, il faut que la mécanique économique réagisse au changement et qu'effectivement, honnêtement, les entreprises qui ont plutôt poussé le curseur un petit peu loin sur le plan de la hausse des prix, commencent à être aussi un petit peu plus raisonnable. Imaginer que les événements bancaires, notamment, qu'on vit en ce moment aux États-Unis, avec l'influence que ça peut avoir sur la confiance, agissent très rapidement en matière de resserrement des conditions financières, des conditions de crédit, ou est-ce qu'il peut y avoir là à nouveau une forme d'inertie, une forme de délai, avec en face des entreprises et des ménages qui ont des situations bilancielles quand même assez solides, qui sont peut-être moins sensibles au canal du crédit distribué par la banque. Les conditions financières, c'était déjà durci, hein. Les enveloppes de crédit étaient également plus difficiles à obtenir. Hein. On l'a vu aussi en Europe, bien entendu. Oui, c'était déjà en cours. Donc c'était en cours. Mais les marchés et les investisseurs étaient portés un peu par cette tendance où cette récession qui devait à un moment donné arriver était repoussée. Hein. Il ne vous a pas échappé que ces 3-4 derniers mois, toutes les perspectives, toutes les prévisions de croissance ont été plutôt revues à la hausse aux États-Unis ou en Europe. Donc à un moment donné, on se dit tiens, on joue le soft landing ou le no landing. Non, on va revenir au schéma classique, hausse des taux, ralentissement économique, baisse des taux. Voilà. Oui, un playbook finalement qui est assez traditionnel. Voilà. Mais il faut éviter les explosions. Donc la stabilité financière est importante. Bon, Gilles, votre analyse, jusqu'où la Fed doit paniquer à ce stade? Une banque centrale qui panique, pour un investisseur, c'est généralement un signal d'achat. Jusqu'où il faut que les banques centrales paniquent, la Fed cette semaine notamment, face au risque pour la stabilité financière? Moi, je pense qu'elles ne vont pas paniquer. La BCE n'a pas paniqué, il restait quand même assez ferme. Avec 50 bips de hausse, c'était quand même assez fort. Il me semble qu'il serait déraisonnable que la Fed fasse autre chose que ce qui a été
préannoncé entre guillemets, c'est-à-dire une petite hausse. Mais par contre, tout ça, c'est de la gestion rétroviseur. Oui, je comprends. Part. C'est les engagements du passé, quoi. Voilà. Et ça, par contre, donc il est important, là, en la matière, à pas trop disrupter les attentes. Mais ça veut dire qu'on est encore à un stade où la situation est gérable au point qu'on puisse délivrer ce sur quoi on s'est engagé. Ça, c'est pas sûr. Parce que c'est quand même... Si la science économique et la science des banquiers centraux étaient une science exacte, ça se saurait et ce serait parfaitement pilotable, sans erreur de politique, sans à-coups excessifs. Et là, il faut dire qu'on est en train de... On a vécu des séquences d'à-coups quand même assez extrêmes depuis au moins le Covid, si ce n'est avant. Donc, bien sûr, il faut quand même toujours raison garder. Mais quelque part, moi, je pense qu'il y a une lecture favorable à ce qui vient de se passer. Parce que si on accepte le fait que les conditions de financement vont se retrouver durcies par tout ce qui se passe, et sans doute par des managements de banques qui vont devenir, s'ils ne l'étaient pas déjà, plus disciplinés, tout petit peu plus conventionnels et risk-averse. Eh bien, ça veut dire que le scénario de début de récession, c'est peut-être avancé dans le temps. Et or, les marchés actions, qu'est-ce qu'ils font? Ils anticipent. Un marché action, c'est la nature des marchés actions. Et ce que je dirais, c'est que la problématique, c'était presque le no landing. Quand est-ce que cette situation chimère, mi-chèvre, mi-chou va se terminer, et quand est-ce qu'on va pouvoir revenir à des conditions de politique monétaire moins contraignantes et à un nouveau cycle de baisse des taux courts. Je dirais que là, toutes choses étant égales par ailleurs, je pense que les anticipations de début de récession aux États-Unis sont avancées dans le temps, et donc légitimement les anticipations peut-être de renversement, de pivot de la politique monétaire. Si tout ça se matérialise, peut-être qu'elles sont plus denses maintenant. L'histoire s'est un peu accélérée d'une certaine manière. Et du coup, pour les investisseurs qui sont capables de regarder au-delà de la vallée, et un investissement action, c'est un investissement à long terme. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent beaucoup sur les marchés actions. C'est d'avoir une vision le plus long terme possible. Et les sages, ceux dont les mains ne tremblent pas et qui prennent l'horizon long en termes de typologie de gestion, ce sont des gens qui anticipent. Et donc là, moi je trouve qu'il y a peut-être moins de raisons de vendre maintenant qu'il y en avait il y a quelques courtes semaines. Et en tout cas, dans nos ratings, les ratings equity GPS, se sont sensiblement améliorés pour les pays développés. On avait entre 1 et 3,5 sur les grandes places des pays développés, sur 10. Il y a à peu près 2 semaines. Et maintenant, on est revenu à 4 ou 5 sur 10, c'est-à-dire... Et c'est quoi, motivé par les anticipations de baisse de taux Alors, motivé par d'abord la réalité de la baisse des taux longs, c'est-à-dire que la baisse des taux longs et le fait que le marché price un ralentissement économique sont peut-être un peu plus marqués, et puis par la baisse des cours. Par la baisse des cours. Toutes choses étant égales par ailleurs, on a tendance à l'oublier. Un investissement, un taux de rendement d'un investissement commence par votre prix d'acquisition. Plus il est bas, plus vous avez des chances d'avoir une rentabilité satisfaisante de votre investissement. Eric Turgeman, à quel type de schéma de marché là on réfléchit depuis la situation du moment, et qu'est-ce que ça implique effectivement en matière d'investissement? Qu'est-ce qu'on a regardé précisément dans les portefeuilles? Qu'est-ce qu'on a décidé de garder? Qu'est-ce qu'on a peut-être coupé? Sur les actions ou globalement? Global. Surtout. Alors, déjà rapidement, quand on regarde les anticipations sur les taux courts, finalement, on est revenu à ce qu'on attendait il y a 3 mois, simplement qu'entre-temps, on s'était dit... Parce que finalement, il y a 3 mois, on disait le pic, ça sera en mars, et puis après, ça va décliner. Et puis, il y a 3-4 semaines, il y a eu un gros coup de... Le pic, ça sera peut-être pas forcément en mars, puis ça va pas décliner. Il y a eu ce changement. Et puis maintenant, on revient avec ce qui s'est passé sur le pic, en gros, sur mars. Peut-être 25 points de base. Moi, je serais inquiet. Oui, le scénario du pivot de la Fed, on en parlait déjà très largement il y a 6 mois. On a un peu reculé parce que les chiffres étaient toujours bons. Donc on revient à peu près à ça. Et moi, j'aimerais bien qu'ils montent un peu les taux parce que sinon, effectivement, ça serait mal pris, je pense. Après, ce qu'on pense quand même, c'est que les taux longs, ça a été un peu vite en besogne quand même.
on a reflué, à notre avis, La baisse des taux longs. Ouais, la baisse des trop longs, un peu trop vite. Le 10 ans allemand était sous les 2% dans le début d'après-midi, quand même. Bon, ça pour nous c'est un peu rapide et il suffirait, pas tellement par rapport à ce que vont dire les banques centrales, mais qu'on se rende compte que l'inflation, il y a encore quelques chiffres qui peuvent affoler, ou le marché du travail qui se porte très très bien. On pense que les taux longs pourraient remonter, on est plutôt en duration négative là-dessus. Après, sur le marché action, le marché action, finalement, alors aux États-Unis, il a quand même pas mal rendu. En Europe, il se comporte pas si mal, il est à 5% des plus hauts. Ouais. Mais finalement, pourquoi ? Et par rapport à ce que disait Gilles sur ces indicateurs, certes, la croissance va ralentir, mais on ne le voit pas encore sur la révision de bénéfices. On n'a rien révisé du tout en baisse. On est même encore plus haut que les mois précédents. Et les taux ont baissé. Donc, le marché action, à la fin, c'est rien d'autre que des bénéfices et des taux. Et donc, si les bénéfices ne baissent pas et les taux baissent, l'actualisation des profits fait que le marché vaut un peu plus. On est, je parle sous le contrôle de Gilles, mais autour de 11 fois les résultats en Europe. Anticipés. Ouais. Bon, avec des taux, finalement, si on vous dit que les taux allemands, c'est 2% et un PE de 11, ça laisse de la place. Quoi. On était à 13 fois il y a encore quelques semaines. Voilà, donc, parce que les bénéfices, maintenant, si on ne voit pas et que les bénéfices s'écroulent tout d'un coup, ça sera autre chose. Mais c'est pas ce que nous disent les chefs d'entreprise. Alors je sais bien qu'il est coutume de dire qu'ils sont aveugles, mais pas tant que ça quand même. Oui. Et ça fait un marché action qui est pas chèrement valorisé. C'est pour ça qu'il tient. Voilà. La Banque de France a révisé sa prévision de croissance annuelle pour la France. Alors elle précise évidemment que elle a fait tourner ses modèles avant les enchaînements bancaires, mais il y avait quand même cette idée-là, en tout cas il y a 10 jours ou 15 jours. Goldman Sachs, qui a fait rapidement tourner ses modèles, estime que pour l'instant, les développements bancaires en Europe auront finalement un drag, un poids assez limité négatif sur le PIB de 0,3 points à ce stade. Ouais, mais c'est pour ça que les taux longs, à mon avis, ont trop baissé. Et on a vu derrière les marchés actions se redresser au fur et à mesure que les rendements obligataires remontaient. Oui. C'est ça qui a fait remonter les marchés actions aujourd'hui. Et alors, n'oublions pas quand même le quoi qu'il en coûte, c'est inflationniste quand même à la fin. Quand on met comme ça de l'argent, voilà, faut pas oublier qu'un jour ou l'autre, on le retrouve. Vincent, sur le schéma de marché là, dans lequel est-ce que le monde a complètement changé de ce point de vue-là ? À quoi on se raccroche et quel est le cap en matière d'investissement qu'on tient ? Je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je crois quand même que les marchés européens n'ont pas vraiment pris en compte le risque de récession qui se rapproche aux États-Unis. Et je vois mal quand même les États-Unis éviter la récession. Calendrier, on verra s'il se rapproche ou si c'est deuxième semestre ou l'année prochaine, mais une telle inversion de la courbe des taux, le fait que d'ailleurs elles sont en train de se redresser un tout petit peu par la baisse des taux courts, tout ceci, ça concourt quand même au fait qu'il y a une récession mais pas forcément une très grosse récession. Donc je crains plus le fait que les marchés aient peur de cette récession plutôt qu'elle n'arrive vraiment. Les ajustements de bénéfices n'ont pas encore été faits. Donc je suis encore à horizon 3 mois, 6 mois, je ne sais pas très bien. On a fait une première marche. Moi, dans mes prévisions, j'avais mis 6800 pour fin juin parce que je trouvais un peu indécent cette hausse des marchés européens. Là, on est revenu à 6008 ce matin. C'est pas pour ça que je me suis précipité pour acheter, parce que les événements qui viennent de se passer modifient un peu la donne pour les prochains mois. Donc, à horizon 1 an ou plus, je suis relativement confiant. Sur les 6 mois qui viennent, je pense qu'il faut rester un peu prudent. Donc là où j'accepte d'investir, c'est quand on a vraiment beaucoup de cash, des nouveaux clients, des nouveaux comptes. Voilà. Donc le new cash, on peut l'investir chaque fois qu'il y a des opportunités, et même peut-être sur des bancaires sur du long terme. Et dernière chose, je pense quand même qu'au niveau des taux longs, on ne va pas forcément aller revoir les plus hauts. Donc il y a quand même quelques thèmes qui ont un petit peu de plomb dans l'aile. Je pense que les banques vont remonter, mais je ne suis pas certain qu'elles reprennent leur surperformance qu'elles avaient depuis le début de l'année. Que les valeurs de croissance, on a bien vu qu'elles commençaient à être un peu favorisées, de même que les défensives. Donc je pense que c'est le moment aussi de adapter un petit peu son portefeuille. S'il y a des rebonds du marché qui permettent de réduire un petit peu des positions sur lesquelles on a été bien gagnant depuis 6 mois, je pense que ce n'est pas une aberration. C'est le Nasdaq qui a surperformé la semaine dernière. Exactement. Donc réduire peut-être un petit peu des valeurs cycliques qui se sont bien comportées et puis profiter un petit peu des opportunités pour rééquilibrer le portefeuille. Je pense que c'est de bonne guerre.
45 secondes, Gilles. Un mot là sur le rating global et l'évolution effectivement de vos ratings pour les actions mondiales. Voilà, donc notre rating a progressé. On est maintenant sur le monde au-dessus de 5 sur 10, ce qui est favorable et constructif, parce que les marchés actions ont tendance à monter sur le très long terme. Oui. Donc une notation normale, c'est quelque chose de plutôt positif. À noter quand même que la dichotomie, on avait une forte dichotomie entre les marchés émergents avec des ratings très élevés et des ratings très, très bas sur les marchés développés. Ça s'est réduit. Et la dichotomie s'est réduite et donc je regarde la Chine avec intérêt. On n'a pas encore tout à fait de signaux, à court terme en tout cas, en termes de chartiste, mais il faut être à notre avis à l'affût d'un début d'amélioration. Avec là, Alix Nguyen le signalait tout à l'heure, une banque centrale chinoise qui, elle, est capable, n'est pas contrainte par le risque inflationniste et peut se permettre effectivement de lâcher un peu de lest quand il le faut. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous, les invités de Planète Marché ce soir. Gilles Bazissière, président d'Equity GPS, Vincent Genzi, directeur de la stratégie de marché de Cholet-Dupont-Oudard, et Eric Turgeman, co-directeur de la gestion collective d'Ophi Invest Asset Management.